Bonjour Pascal, je Bonjour suis Daniel. Monsieur Daniel Méléduard et je lance cette série de podcasts qui s'intitule Couleur de coach. Couleur de coach parce que je suis vraiment passionné par les parcours de vie et de voir comment des personnes deviennent qui elles sont au travers des événements de leur vie, au travers de ce qu'elles découvrent, à travers de leurs valeurs. Et aujourd'hui, mon premier invité pour cette série, c'est Pascal Gros-Demange, qui a un parcours qui m'a beaucoup touché, qui l'a conduit à se focaliser et à donner beaucoup de place à la loi de l'équilibre dans ses coachings. Mhm. Et je sens qu'en lui, il y a une recherche profonde de l'authenticité. Et du coup, je suis ravi d'avoir ce temps avec toi, Pascal, pour aller découvrir ton chemin, pour aller découvrir tes valeurs, pour aller découvrir l'homme que tu es. Merci, déjà je suis honoré que tu m'aies invité, en plus le premier. Donc je te souhaite que ta chaîne ait beaucoup de succès. Merci beaucoup. Est-ce que pour démarrer, Pascal, tu voudrais déjà te présenter un peu, dire qui tu es, comment tu es arrivé au coaching? Mhm. Oui, oui, volontiers. Je m'appelle Pascal Gros-Demange. En fait, je suis un chercheur de me sentir le mieux possible, d'expérimenter les voies euh, traditionnelles qui nous sont données au départ, qui me sont données pour être quelqu'un de bien, pour me sentir bien. Et en fait, au fur et à mesure de mon évolution, entre petit garçon, de vouloir plaire à ses parents, découvrir la vie, après adolescent, après jeune homme, de vouloir être quelqu'un de bien par rapport au mal, découvrir qu'en fait, il était possible de changer sa vision Attends, attends, grâce. attends. Tu viens de Oui, dire quelque chose qui m'interpelle, d'être quelqu'un de bien par rapport au mal. oui, Qu'est-ce que tu veux dire par là? je suis passé par mon moteur à un moment donné de ma vie, heu, c'était, de vouloir être quelqu'un de bien, de ne jamais mentir, de jamais faire ci, de jamais faire ça. Et c'était en fait à l'extérieur que je donnais, mon pouvoir pour qu'à l'intérieur, je puisse me sentir bien parce que c'est ça que j'imaginais qu'il fallait faire et qu'on attendait de moi de l'extérieur. Et après j'en ai fait une règle à l'intérieur. Et au fur et à mesure de mon évolution, j'ai vu que il y avait beaucoup de zones grises et que des modèles, me correspondaient pas et qu'il a fallu que je traverse des zones de souffrance pour remettre en question cette vision Hmm. et d'aller me rencontrer beaucoup plus, me confronter à la réalité et à ce que je pensais et passer une période, je dirais, de changement. Ok. de, de, Je suis interpellé effectivement, mais c'est peut-être pas facile pour toi d'en parler. J'entends que le fait d'avoir traversé des périodes de souffrance Mmh. t'a aidé dans ton évolution. Est-ce que Oui, tu ouais, en veux ouais, en dire tout à fait. davantage sur ces périodes de souffrance? Mmh. Oui, je vais y revenir juste pour Bien sûr. partager, justement le traditionnel. Avant, jusqu'à l'âge, je me souviens, quand, j'avais 20 ans, j'étais dans l'informatique et je voulais transformer le monde en disant: c'est les programmes qui vont faire que les personnes vont avoir plus de temps et que tout ce qu'on n'aime pas faire, ce soit les machines qui le fassent pour qu'on soit quelqu'un pour qu'on ait plus de temps. Moi, c'était à 20 ans, au début de l'informatique, c'était ma vision. Et Donc déjà là, tu avais des valeurs et tu pensais que en te mettant au service du monde par l'informatique, tu offrirais plus de temps aux personnes, quoi. tout à fait. Et en même temps que ces personnes allaient me donner allaient me valoriser grâce au fait que je leur donnais plus de temps. Parce que c'était aussi important, Mmh. ce que j'ai vu, c'est que j'avais besoin d'être valorisé, mais que je ne me permettais pas de le reconnaître. OK. Ça a été un moment de pouvoir reconnaître que j'avais besoin d'être valorisé, de reconnaissance. Ouais.
et je le faisais en fait, d'une manière détournée et même à l'insu de moi-même, quoi, OK, intéressant ça. Mmh. de me cacher et de jouer en fait le jeu, judéo-chrétien, hein, d'être quelqu'un de bien et de juger des parties de moi quand je faisais des choses ouais, qui étaient, pas bien, mentir, avoir Alors, du dé avoir du désir, pour, les femmes ou ce genre de choses. À l'intérieur de moi, en fait, j'avais mis en place un juge, un tribunal et j'étais condamné immédiatement. Je me sentais, comme ça. waouh, c'est fort, hein, quand tu utilises le mot tribunal. Ouais, C'est ouais. c'est fort. Mmh. Et qu'est-ce qui fait que cette histoire-là a pas continué comme ça sur ces rails? Alors ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, j'ai rencontré une personne que je considère comme mon père spirituel, Mmh. qui m'a ouvert sur le fait qu'il était possible d'être soi-même, OK. de réaliser ses rêves, hem, puisque moi j'étais beaucoup dans la tête, hein. J'étais à me dire, je à me créer un monde virtuel dans ma tête, où les gens ils étaient beaucoup plus sympathiques qu'à l'extérieur. Parce qu'en fin de compte, j'avais peur des gens. Mmh. J'avais peur de me confronter, j'avais peur d'être vu comme quelqu'un de mal. Donc j'étais plus à me mettre, en retrait. OK, donc du coup, j'entends qu'il y a être soi-même versus, être celui que les autres veulent que je sois, qui avait été ton Ouais, modèle, quoi. Mmh. voilà, ce que j'adorais en fait, c'était, ce qui me nourrissait, c'était mais que je savais pas, c'était de vouloir correspondre, être aimé par l'autre, quel qu'il soit. Mais c'est pas possible puisque, il y en a un qui va aimer, d'une façon et l'autre exactement de l'inverse. Donc la seule façon de pouvoir, ne pas être détesté de l'un, alors c'est peut-être pas détester, mais pas aimer, c'est de rien faire, d'être, insignifiant, Mmh. en fait. Et lorsque Et lorsque tu es et insignifiant, est-ce que tu es aimé? non, mais tu n'es pas détesté. Tu es pas détesté. OK, d'accord, pas de Et point. c'est sur ce point de vue qui était important de voir et qui Mmh. était mon évolution. Et quand j'ai rencontré cette personne qui m'a ouvert à une autre vision, ça m'a déculpabilisé et j'ai pu agir, hein. Donc à l'époque, j'avais 25 ans. OK. Donc j'ai été étudier, c'était, l'ésotérisme, c'était, la religi des différentes religions, c'était, ce genre de choses, quoi. Les Mmh. anciens, la science des OK. anciens. Et à l'âge de 32 ans, donc il y a c'est à partir de là où il y a eu une révolution dans ma vie puisque j'ai rencontré ma première femme à l'âge de 15 ans, c'était mon premier amour. Mmh. On s'est mariés et on a eu un enfant et le lendemain, de la naissance de notre fils, ma femme est décédée Mmh. et là, ça a été terrible, en fait. Ça a été, comme, projeté dans un autre plan de conscience où la souffrance, j'avais plus le temps de penser à autre chose. Il fallait que, j'organise, les obsèques les obsèques les obsèques, que je m'occupe de mon fils qui était prématuré. Mmh. Enfin, j'avais tellement de choses à faire que j'avais pas le temps de penser et là, en fait, je me suis révélé à ce moment-là. C'est assez dingue, hein? Tu t'es révélé à ce moment-là. Il y a Ouais, un énorme chamboulement dans ta vie, vraiment un choc, quoi, et en même temps, tu dis: «Je me suis révélé». Qu'est-ce qui s'est ouais. passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas le temps de penser. OK. C'est qu'il fallait que j'agisse, hein. Mmh. C'était une question de survie. Moi, j'avais pas de travail, j'étais au chômage. Mmh. Il fallait que je trouve du travail. Mon fils, il était en couveuse, heu, à Lyon. Moi, j'habitais, près, hein, de la frontière suisse. Il fallait que je déménage parce que j'avais plus rien à faire là-bas, pour être près de mon ex-famille, plus, enfin, une multitude de choses à faire. Ce qui fait qu'à ce moment-là, bah, les choses, j'ai vu que j'étais capable de les faire. Elles se sont révélées à moi D'accord. et j'ai foncé, quoi. Mmh. Et vu que j'avais plus rien à perdre, ben, je faisais les choses. Elle Alors est si bien.
Ouais. Juste pour faire le lien avec ce que tu disais, j'avais plus le temps de penser et j'ai fait les choses. Et ce que je crois entendre, c'est que tu pourrais dire, si j'avais pensé, j'aurais pas cru que je pourrais les faire ou je les aurais pas faites, les choses. Ah oui, même encore maintenant, je veux dire, quand je me retourne et que je vois ce que j'ai fait, ben, je me dis: «Waouh, c'est top, hein». Et en même temps, c'est dommage qu'il et c'est tout me ça fait partie de la loi de l'équilibre et de mon enseignement. Ce qui est dommage, c'est de devoir passer par le fait de souffrir pour accéder à d'autres capacités, d'éteindre certaines parce que c'est une question de survie, il y a plus besoin, je veux dire, j'avais pas besoin de mentaliser, je savais que ce qu'il fallait faire, Mmh. de téléphoner pour avoir des rendez-vous pour l'héritage, pour, mettre en place le décès et Ouais, OK. j'ai choisi. On va pas rentrer dans les détails de tout ce que tu as eu à faire, mais j'entends que c'était un truc énorme et que ça a Mmh. été vraiment, une période charnière de ta vie. Et du coup, comment tu as poursuivi au-delà de ça? Alors ce qui s'est passé, c'est que, c'est pareil, ça a été un bouleversement. J'ai, je devais travailler, rapidement parce qu'en fait, j'avais pas d'argent, Mmh mh. mais il y a eu de l'assurance, du travail de mon ex-femme qui a fait que j'ai pu, voir venir et avec cet argent, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire de ma vie?» Mmh, OK. Et il y a mon fils qui était Excuse-moi, juste pour nos éditeurs là. mmh, Tu avais quel âge quand tu te poses cette question: «Qu'est-ce que je veux faire de ma vie?» 32 ans. 32 ans. OK. J'avais 32 ans et j'étais persuadé que j'allais mourir, puisqu'on avait 3 mois de différence et j'étais persuadé que moi aussi j'allais mourir 3 mois plus tard. Qu'est-ce qui te donnait cette idée-là, cette croyance? C'est que je sentais que, ben, on était des âmes sœurs Ah ouais, et que, ben, j'avais plus rien à faire. Alors autant faire les choses comme il faut, tu irais la rejoindre. ouais, Ouais, c'était ça. OK. Et d'ailleurs, juste parenthèse, ce que je me suis aperçu, c'est que on est beaucoup des âmes sœurs. Je croyais qu'on avait qu'une âme sœur, mais en fait non, plus j'avance dans la vie et plus, je suis en train de me dire qu'on est tous des âmes sœurs, en fait. Mmh. Si, plus on va creuser, plus on va, heu, se rencontrer dans l'intimité en se disant dans l'authenticité Mmh. et que là, on se rend compte à un niveau où, oui, on est frères et sœurs, on est pareil. OK, Il y a un endroit où on se retrouve et je remets en question ma vision de l'époque qui est de n'avoir qu'une âme sœur. Non, pour moi, on est une OK. multitude d'âmes sœurs. D'accord. C'est juste En tout à cas, ouvrir son regard pour le voir. à l'époque, tu pensais ça. Mmh De mh. toute évidence, tu n'es pas décédé 3 mois après le décès de Non. ta femme. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, de l'argent assez pour, voir venir et je me suis posé la question, bah, maintenant, il y a mon fils, je vais l'élever. Donc j'ai changé, hein, d'endroit, j'ai déménagé, heu, j'étais près de mon ex, belle famille et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie maintenant que je suis avec mon fils?» Ce que j'ai envie, c'est, d'apprendre à être heureux Mmh, pour que je d'apprendre à être puisse heureux. pour, que lui puisse, réaliser ses rêves et pas qu'on baigne dans une, dans de l'énergie qui est lourde, que, bah, voilà, c'est dommage ce qui vous est arrivé, patati patata, c'est bon quoi. Ce que j'entends, c'est que tu dis: «Je veux apprendre à être heureux afin que mon fils puisse réaliser ses rêves». Ouais, S'il n'y avait pas eu ton fils, est-ce que tu aurais eu ce désir, ce moteur pour apprendre à être heureux? non, pas autant. D'accord. Non, 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 parce que pour lui, j'ai dépassé des choses que jamais j'aurais fait pour moi, quoi. Mmh. C'est OK. clair. Il m'a donné une force incroyable. Waouh! C'était comme s'il y avait une porte avec la personne que j'aimais le plus au monde qui est partie et une autre porte qui était ouverte avec, la personne qui arrivait et pour qui, que j'allais aimer le plus au monde aussi, et pour qui j'allais faire des choses, que j'aurais jamais fait.
que magnifique. jamais j'aurais cru que je ferais d'ailleurs, hein. Ok. Donc là, tu as eu un magnifique moteur pour évoluer. Mmh. Alors, comment as-tu appris à être heureux? Alors justement, comme je te parlais tout à l'heure, j'étais déjà en contact avec des personnes qui œuvraient pour le mieux-être individuel et collectif. J'avais déjà commencé à faire un stage de développement personnel et j'ai fait des stages sur le deuil, pareil, qui m'ont appris des choses qui étaient fortes. Et donc, j'avais envie de rester en contact avec ces personnes qui savaient, qui, qui elles, me semblaient avoir un savoir de sagesse, hein, que moi j'avais pas et que j'avais à apprendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé un rêve qui était de rester en contact avec ces personnes en Hmm, créant, en créant une société qui s'appelait Univers. yes, magnifique. Et vu que j'étais dans l'informatique, à l'époque c'était le Minitel, et qui se proposait de mettre sur le Minitel toutes leurs conférences, tous leurs stages et tous les produits qu'ils vendaient. Et c'était répercuté, c'était le début de l'Internet, hein, on était en 97 à l'époque, de répercuter ça sur Internet. C'était vraiment les débuts. Donc j'ai fait ça pendant un an et j'étais pas trop les pieds sur terre, pas très incarné dans le sens où je pensais que le fait de leur offrir ça, eux, en contrepartie, ils allaient me payer sans que je fasse de facture, quoi, en me disant bah, ça vaut autant, tiens, voilà. Hmm, Pour dire tellement, j'étais perché à l'époque que hmm. je pensais qu'il y a un monde où il n'y a pas besoin de dire bah voilà, mon tarif, c'est ça, voilà, tu veux, tu veux pas. En tout cas, ça résonne avec ce que tu disais tout à l'heure, où tu espérais être reconnu. Tu étais encore, Exactement, tu étais encore informaticien, tu espérais être reconnu. Hmm, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'était mon salaire, c'était le besoin de reconnaissance et c'était pas le fait de dire voilà combien je vaux hmm, et qui me challengeait d'aller le dire, quoi. hmm, Et j'ai fait des belles expériences, hein. J'ai rencontré, c'était à l'époque, j'étais avec Terre du Ciel, Dame et Dôme. C'était les grands centres en France qui existaient. hmm. J'allais dans les salons, vivre et travailler autrement à Paris. Alors, ouais. Alors, je pense que nos auditeurs vont être curieux d'apprendre comment tu es devenu coach à partir de ça. Est-ce qu'il y a eu encore d'autres étapes ou qu'est-ce qui t'a Alors, amené alors, sur ce chemin-là? alors ce qui s'est passé, c'est que ben, après avoir fait cette expérience de univers, je me suis aperçu qu'en fin de compte, j'avais pas les épaules pour me faire payer et que ça allait pas marcher. Donc j'ai tout arrêté et je me suis dit, mais quoi, je me suis dit, c'est la vie aussi qui m'a amené vers ça. Ben, ce qui est important, c'est d'élever mon fils, quoi, dans de bonnes Hmm, conditions et de pouvoir continuer à côtoyer ces personnes que j'ai rencontrées qui ont une sagesse que j'ai à, à développer à l'intérieur de moi. Donc, j'ai fait le grand écart. J'ai été travailler dans une banque suisse. ah, ok, d'accord. Ok. Et, et toutes ces années, en fait, j'ai continué à faire des stages. Et ce que j'adorais voir dans ces stages, c'était quand il y avait une personne qui arrivait, qui trouvait que la vie était pourrie. Je fais exprès d'être excessif, hein, et que bah, il aimait pas sa vie, elle était pourrie, c'est à cause des autres, mais il peut rien faire, ou elle peut rien faire. Il faisait le stage, soit de week-end, soit d'une semaine. Il ressortait, rien n'avait changé dans sa vie, et il trouvait que c'était génial. Tout ce, Hmm, qui, tout ce que la personne trouvait pourrir, elle le trouvait génial à la fin. Et là, waouh, quand je voyais ça, j'étais ébahi, j'étais là, mais comment c'est possible, quoi? J'ai assisté à un miracle. J'ai hmm, assisté à un miracle. Et j'avais incroyable. le cœur en fête, j'étais remonté, et voilà. Et j'ai fait de plus en plus de stages de développement personnel. Et quand mon fils est parti à 18 ans pour aller rejoindre une université, pareil, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Là, puisque maintenant, il n'a plus besoin d'autant Ok, de bon.
Tu te reposes cette question-là, t'as quel âge maintenant? Alors ça, ça fait, ça fait 8 ans, donc j'ai 50 ans. Ok. À 50 ans, tu te reposes la question que tu t'es posée à 32 ans. Ouais, Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? avec mon fils qui part à l'université et qui a beaucoup moins besoin de revenir les week-ends et qui vit sa vie, qui commence à vivre sa vie. Et Hmm. moi, dans la banque, je veux dire, c'est bien, quoi. Parce que je suis tranquille, ça me permet de Ouais, faire ce que j'ai envie. Je vis dans le luxe, quoi, le luxe, dans le bien-être. Et j'ai envie, en fait, à ce moment-là, d'apprendre à être encore plus heureux, joyeux. ok. Et je me dis, je vais regarder si il n'existe pas dans la région quelque chose qui est régulier, où on se voit toutes les semaines, pour apprendre à être heureux. Hmm. Et ça n'existe pas. Apprendre à être heureux. Hmm. Ouais, ça n'existe pas. Encore plus, quoi. Apprendre à être heureux, encore plus. Et donc, je Hmm. me dis, mais si je le faisais j'avais entendu une citation qui disait, si tu veux incarner ce que tu veux et que ça n'existe pas, fais-le, quoi. Hmm. Top. Hmm. Donc, je me dis, bah vas-y, fais-le. Et là, c'est pareil, c'était une sortie de zone de confort. Et contre toute attente, je rencontre une personne qui me dit, ah, mais c'est génial ce que tu veux faire. Donc, ça s'appelait Oser la joie. Yes, poser la joie. Top. Et une personne me dit, mais tu as un lieu? Je dis, ben non. Elle me dit, ben moi j'en ai, si tu veux. Tu as des personnes. Alors il y avait deux personnes qui voulaient me suivre. Elle me dit, mais moi j'en ai trois autres. Donc, banco, on y va. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé mes animations Oser la joie. Hmm. Où j'ai commencé à partager ce qui était important pour moi, par où, en fin de compte, les outils qui ont, euh, qui ont fait que j'ai changé ma vie, que maintenant je la vois d'une façon différente, hein. Donc là, tu étais nourri de tout ce que tu avais fait pendant les week-ends, les stages de développement personnel, les enseignements aussi spirituels, ésotériques que tu avais suivis, Mmh. etc. Ouais, 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 C'est ta base, ça. voilà. Et à ce moment-là, je rencontre une personne qui s'appelle David Laroche. Tiens, 6 mois après, juste pour nos auditeurs, pour vérifier, c'est pas quelqu'un qui serait coach, par hasard, coach de vie. pour partager, c'est là qu'on s'est rencontrés, Daniel, à l'école Mhm. de coaching de David Laroche, moi faisant partie de la première session et toi de la deuxième. Absolument. Et en fait, ce qui se passe quand je le rencontre, donc lui, je le vois un peu sur internet, 25 ans, tout jeune, avec une énergie de dingue. Moi, 50 ans, qui ai déjà passé un certain nombre de choses, mais je le vois, mais je me dis, mais c'est qui ce petit jeune-là? J'ai envie de voir que si ce qu'il raconte, c'est vraiment vrai, parce que j'avais un doute quand même. Et donc, Hmm. j'ai été le voir à l'époque, il était à Lyon. Et ce qui était dingue, c'est qu'il invite des personnes qui ont vécu des choses qui ne sont pas faciles, soit de, 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 d'avoir perdu un enfant, soit d'avoir vécu un viol, soit d'avoir perdu le travail, soit enfin des choses qui sont fortes, hein. Et venir sur scène, d'être coaché, et donc cette personne voit ce qui lui arrivait comme étant traumatisant, quoi, comme étant une source de non-vie, faire qu'ils restent en fin de compte dans du ressentiment, ils trouvent leur vie pourrie, Hmm. pour être vulgaire. Il les coach, et à la fin, en fait, elles trouvent leur vie qui est pas top, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas qui a du sens. Que tout d'un Donc là, ça coup, fait écho à ce que tu avais vécu quelques années avant, en voyant des gens parler de leur vie et n'aimant pas leur vie en début de stage, et tout d'un coup repartant en disant: waouh, ma vie, elle est super, quoi. ouais, voilà, en gros, voilà, en ayant vécu des choses qui sont quand même dramatiques. Encore, ouais, Et donc, franchement, je suis, mais c'est pas un miracle en fait, hein.
que je croyais être un miracle, parce qu'en fait, il le fait, il passe une personne, 2 personnes, 3 personnes, et à tous les coups, ça marche. Hmm. Et je me dis: «Mais purée, mais comment mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'il fait, quoi? C'est un Hmm. magicien? C'est qui? C'est quoi?» Donc je j'apprends par cœur, le comment il fait, puisque je l'avais enregistré. Ouais. Donc je l'écoute en boucle, j'écris noir sur blanc tout ce qu'il avait fait pour le faire, et dans Oser la joie, il y a une personne qui me tend les perches, pareil, pour que je lui déroule le même processus. Donc je l'avais appris par cœur, je ne comprenais pas, hein, à l'époque, les tenants et les aboutissants. Je déroule le processus et j'arrive à la fin et la personne, elle dit: «Waouh, c'est génial!» et elle a le cœur ouvert. Top. Et là, je tombe, j'arrive pas à y croire, quoi. J'ai fait quelque chose d'une manière mécanique et ça marche. Hmm. Et je sais pas ce que c'est. Et là, en fait, à partir de là, c'est ça que j'ai voulu, faire, de pouvoir, en fin de compte, permettre aux personnes de changer leur vision de ce qu'ils ont vécu. Pas ce qu'ils ont Hmm. vécu, mais la vision, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, bah, j'ai continué donc à le suivre, et quand il a créé son école de coaching, j'ai été le premier à m'inscrire. Ok. Premier inscrit pour l'école. Waouh. Parce que et en fait, ça remettait aussi en cause, mon travail dans lequel j'étais, parce que c'était un investissement, de plusieurs semaines par année sur 2 ans. Mhm. Donc j'ai diminué mon temps de travail aussi exprès pour Ok. pouvoir, donc je suis passé à 60, même, pour pouvoir en même temps faire Oser la joie. D'ailleurs, ce Oser la joie que j'ai amené dans la banque, je Ah, l'animais je l'ai animé, puisqu'il y avait je suis passé par, sport et loisirs, et toutes les semaines, dans la banque, on faisait Oser la joie. c'était à une époque où tu étais encore dans la banque ou tu n'y étais Oui, plus en fait? Tu y étais si, si, encore? si, OK. je travaillais à 60 à la banque, et Ah oui, c'est ça, en même temps, je faisais du coaching et j'animais, c'est ça. Mmh. en partageant les choses les plus importantes que j'ai utilisées pour changer ma vision de la vie, ma vie. OK, et du coup, de ce temps de formation dans l'école de David Laroche, qu'est-ce que Mmh. tu retiens de plus fort? Qu'est-ce qui a été Alors, important pour toi? plusieurs choses. Ce qui est très important pour moi, c'était ce déconditionnement à être, un bon élève, Mmh. de pouvoir m'être identifié à la note, hein, comme quand j'étais, dans les études. OK. Si j'ai une bonne note, hein, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. Si j'en ai une mauvaise, ça veut dire que je suis quelqu'un de mauvais. Mmh. C'était inconscient, mais de pouvoir, la première des choses, avoir ce matelas que, en fin de compte, c'est pas l'extérieur qui va déterminer, le que je suis, une personne, digne d'amour, et Mmh. que je suis là pour moi, et que Ah c'est ça, pas, ce qui va être fait à l'extérieur qui va le définir, et que quoi que je fasse, je fais au mieux. Et même si, il y a des axes d'amélioration, ce qui est à valoriser, c'est, cette bonne volonté, cette intention, et de mmh. pouvoir Alors me si je reconnecter. si je le tourne autrement, dans l'autre sens, ce que tu viens de dire, c'est tout d'un coup, tu t'apercevais que quelque chose de plus essentiel se jouait à l'intérieur de toi et pas dans le monde extérieur, quoi. Exactement, c'est de me reconnecter au fait que, je suis digne d'amour, et Tu es c'est à guidé. moi, et quoi que je fasse, c'est à moi de l'enrichir. OK. Et dans c en tout cas, dans la première session, c'était vraiment quelque chose qui était, ressassé, 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 Mmh. pour créer vraiment ce socle, pour pouvoir après continuer. Quand je disais, il y avait le bien, le mal, là, en fait, ça a été une période essentielle pour moi, pour, aller au-delà de ça, de faire qu'il y a quelque chose d'au-delà qui est la vie à l'intérieur de moi, et plus, me sentir coupable, me sentir honteux de qui je suis, et de devoir prouver que j'ai à mériter de vivre. C'est fort, hein, ce que je dis.
Et Ouais, en c'est fait, très très fort ce que tu dis. Mais et juste aussi pour bien vérifier que je comprenne bien ce que tu dis, tu étais vraiment emprunt par ce modèle duel de bien et de mal. Et là, est-ce que tu dirais que tu as été au-delà ou tu dirais que ce modèle s'est effondré, qu'il n'existait plus? alors j'irai pas jusque-là, hein. Il a il a pris beaucoup moins d'importance, hein. J'ai pu le relativiser, Ok. de pour pouvoir me mettre aux commandes de ma vie, en fait. Même si, j'avais l'impression, d'être aux commandes de ma vie, à l'époque, ce que je voyais pas, c'était ce besoin de reconnaissance, qui faisait que j'ai été accro à devenir un comme, à l'époque on disait coach d'exception, de coacher, coacher, coacher pour arriver à un niveau où, ben, ce que faisait David, avec cette loi d'équilibre, je puisse le faire. Et, et moi, ce que je voyais, c'était que j'avais besoin de ce besoin de reconnaissance, mais je ne me le permettais pas de le voir parce que c'était mal. OK, tu avais un jugement sur ton propre besoin de reconnaissance. Ouais, ouais, c'était dingue de pouvoir voir. Et il a fallu que, c'était à la fin de l'école, je coach plusieurs personnes où justement elles ont changé leur vision de la vie, mais après, elles, elles me, elles me calculaient plus, elles faisaient plus rien, alors que et je me sentais pas à l'aise, quoi. Je me disais: «Putain, il y a quelque chose qui va pas». Et il a fallu, que je voie que derrière la sagesse, derrière le fait de me sentir un coach, de dire: «Voilà, je suis coach, je permets aux gens de changer leur vie quelque part». Je fais exprès d'être excessif encore une fois. Mmh. Derrière ça, il se cachait un petit enfant qui avait besoin de reconnaissance. C'est-à-dire Mmh. que je cherchais de la reconnaissance. Au moment où j'en avais, bah là, je me disais: «Non, bah non, je suis humble. Faut que je sois Mmh. humble parce que sinon ça le fait pas». Et pof, je passais à côté et je repassais dans ce système. Mais, je pensais que les personnes, qui allaient changer leur vie, allaient avoir de la reconnaissance éternelle pour moi, Ouais. qui les ai aidés. Ouais. Et comme ça, ce système, ben, il pouvait rester. J'avais pas à le voir véritablement et en même temps, j'étais nourri. Mais non, ça a pas marché jusqu'à ce que je puisse voir que derrière, il y avait un enfant affamé qui avait besoin de reconnaissance. Mmh. Et c'est à partir de là que j'ai pu voir comment c'était important de d'accepter d'avoir ce besoin de reconnaissance. OK. Ouais, alors là, du coup, j'entends déjà 3 thèmes sur lesquels j'aimerais bien qu'on approfondisse ensemble. Tu as cité la loi de l'équilibre, donc apparemment, c'est un axe de travail très important pour toi. Mmh. Il y a cette notion d'enfant intérieur et du coup, j'entends aussi d'en prendre soin et de lui laisser sa place. Mmh mh. Et le troisième m'échappe. Bon, on y reviendra certainement, ça va réapparaître. Et Ouais. et pour moi, ils sont liés, en fait, hein. Il y a l'enfant intérieur et la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre, alors ça parle pas peut-être à ce mot ne parle sûrement, quand Ouais, moi on me l'aurait dit, il y a 10 ans en arrière, j'aurais dit: «Mais de quoi tu me parles, quoi?» ouais, ouais, justement. Alors de quoi tu parles? Dis en Bon, quelques mots, présente à c'est nos auditeurs ce qu'est cette fameuse loi de l'équilibre. en fait, c'est de s'apercevoir que dans le pire qui nous arrive, en fait, c'est dans ce pire, il y a le meilleur aussi Mmh. et dans le meilleur, il y a le pire et Mmh. que c'est cette loi de la vie qui fait que, on peut pas avoir l'un sans l'autre. Le bien ne peut pas exister s'il y a pas le mal. Le mal ne peut pas exister s'il y a pas le bien Mmh. et que ça, c'est des choses qui existent à l'intérieur de nous et en même temps, on est les 2. Par exemple, pour le mensonge. Le mensonge, ben, c'est ni bien ni mal, hein. Si on demandait à un père ou une mère de famille de mentir pour sauver son enfant, pas la plupart de tout de toutes les personnes, mentiraient, quoi Mmh. et là, ils diraient que c'est bien. Enfin, voilà, il y a cette, c'est une autre façon de voir la vie dans son intégralité.
de voir l'unité, Pour de avoir voir l'ensemble du package, alors que par moment, on serait tenté d'en voir qu'un aspect. C'est-à-dire on soit ne l'aspect veut positif, soit l'aspect négatif. en fait, on a été élevé pour ne voir qu'une façon de la facette. C'est-à-dire que si c'est du plaisir, c'est bien, si c'est de la souffrance, c'est mal. Je OK. je fais vraiment Simplifie. grosso modo, je simplifie et en même temps cette simplification, elle est très profonde, hein Ouais. et Ouais. elle va très loin. Après on essaye de mettre du gris entre les 2, mais pour avoir des muscles par exemple, pour quelqu'un qui va faire du sport, bah, il faut qu'il casse les fibres à l'intérieur pour qu'il y ait un muscle qui soit plus fort, Mmh. qui réapparaisse et ça demande de la souffrance. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Pour Ouais, avoir un absolument. enfant, pareil, pour expulser l'enfant, il y a la souffrance de l'accouchement qui est pas facile. Mmh. Quoi, moi, j'ai pas vécu, mais de ce que de ce que je vois, ça a pas l'air un chemin de santé, quoi et en même temps, tout de suite après, vu que ça a du sens, ben, les femmes l'oublient, quoi Ouais, ouais. ou en tout cas, on parle beaucoup moins que s'il y avait pas de sens Mmh. et cette loi d'équilibre, bah, oui, moi, je l'ai utilisée pour voir au moment de la mort de ma femme et de la naissance de mon fils, ben, ça va choquer peut-être des personnes, mais moi, ça m'a aidé de voir quels étaient les bénéfices à ça. Alors, bénéfice à ça, de toute évidence, quand tu parles du décès de ta femme, on imagine bien que ça, c'est un événement que tu as dû juger hyper négativement au moment où il s'est produit. Oui, Et c'est sûr. donc en appliquant cette loi de l'équilibre, j'imagine, tu vas nous en dire peut-être un peu plus, que tu as Mmh pu voir des avantages au fait d'avoir vécu le décès de ta femme. mh Est-ce que c'est et ça? en même temps, ça n'enlève rien à tous les inconvénients, hein Absolument. et je ne le comment dire? Je le je j'allais dire: «Je le conseille à personne», mais non, il y a un terme qui dit, quoi si, Ça, tu le souhaiterais pour personne de vivre je ça. le souhaite à personne. Voilà, Ouais, soyons clairs. C'est parce que ça m'est arrivé que tant qu'à faire, autant en faire quelque chose de constructif. ouais. Et ça n'enlève rien à tous les inconvénients et à toute la souffrance que j'ai vécue. Juste, Et ça m'a ouvert à une autre vision. Ça m'a ouvert au fait que, ben, grâce à à son décès, bah, j'ai pu prendre les choses en main. Grâce à ça, je me suis montré. Grâce à ça, ben, j'ai pu, avoir une vie de congruence, de faire qu'au moment où, la plupart des gens pensent, partir en retraite à 56 ans, moi je démissionne pour créer ma société de coaching. Que, j'ai une vision, que grâce à ça, j'ose, prendre des risques que je prenais pas avant et que c'est moi qui les regarde. Que alors, est-ce qu'on pourrait dire, Pascal, que les effets de cette loi d'équilibre se mesurent dans le présent, peut-être plus que dans le passé? C'est-à-dire que aujourd'hui, tu es l'homme que tu es parce mmh, que tu as vécu ça, avec à la fois les dimensions difficiles, négatives, la souffrance, et avec les aspects stimulants, qui t'ont vraiment poussé, qui t'ont obligé à te dépasser mmh, oui, de l'événement. ouais, ouais, ouais. Il peut pas y avoir l'un sans l'autre. Là, dernièrement, j'ai été voir un film, de Simone Veil qui relate sa vie et je vois ô combien, en fin de compte, ça a été douloureux d'être dans les camps de concentration quand elle était, adolescente et en même temps, ô combien, je veux dire, il y a de femmes comme Simone Veil, quoi. Ça l'a stimulée, ça lui a donné une force au-delà du commun pour, faire tout ce qu'elle a fait, quoi Mmh. et en fait, cette loi de l'équilibre, c'est une loi naturelle. Donc elle est là maintenant. Dans tout ce qu'on vit, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Et alors du coup, j'ai une petite question à te poser là, Pascal. Est-ce que l'application de cette loi d'équilibre, Mmh. est-ce qu'elle pourrait se faire à chaud ou qu'il vaut mieux avoir une distance de temps Les pour, 2. pour un travail? Il y a pas de mieux ou de moins bien, en fait. Il y a le fait de vouloir, d'être, heu, sortir de sa vision, en fait. Il y a un événement qui arrive et on a l'habitude de le voir d'un certain point de vue et avec ce point de vue, on va créer notre identité. Ce qui est, pas facile à faire, c'est en fin de compte, si je change de point de vue,
même si c'est le pire, hein, je vais changer d'identité et quelque part, je vais mourir à une partie de moi. Ok. Et ça, c'est intolérable Hmm. et c'est à respecter. Les personnes qui sont OK de changer de point de vue, c'est des personnes qui en ont marre d'en avoir marre, Hmm. qui souffrent, qui fait que je suis OK de souffrir une bonne fois pour toutes, de me remettre en question et paf, je vais pouvoir changer de point de vue. Hmm. C'est ça la difficulté. Donc, c'est pas ni à chaud ni à froid, c'est à quel niveau je suis OK de pouvoir changer mon identité et mon point de vue et de remettre en question ce que je crois être. Alors, j'aimerais bien que tu nous en parles encore un petit peu plus parce que je sais que ça fait vraiment partie de ta couleur de coach, que Mmh. tu offres des prestations vraiment pour travailler ça. Et j'allais dire, puisque j'en ai vécu aussi avec toi, Mmh. qui sont des sortes de prestations marathon. On sait quand on commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Ouais, ouais. Comment est-ce que tu es arrivé à construire ces prestations, à te former, à construire et à décider, c'est ça que je veux offrir? Ou en tout cas, parmi d'autres choses, mais en tout cas, ça, je veux l'offrir au monde. Bah, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai vu la technique, j'ai vu comme je t'ai partagé. Bah, c'est depuis très longtemps, hein, ça fait plus de 20 ans, maintenant que j'ai vu des personnes se transformer et que je croyais que c'était un miracle. Maintenant, je vois qu'en fin de compte, c'est pas un miracle, c'est basé sur une loi naturelle qui demande de se remettre en question, qui demande de penser différemment, de créer des chemins neuronaux différents. Après, il y a différents niveaux, hein. C'est-à-dire que là, ce dont on est en train de parler, c'est juste de pouvoir se libérer, d'un de la charge émotionnelle d'un événement traumatique qu'on a vécu. Oui. Qui Oui. peut, je ne sais pas si tu voudras en parler. D'ailleurs, si tu as envie d'en parler de l'accompagnement qu'on a eu, qui, mais je veux pas te forcer d'en avoir à parler avant. Pour que tu puisses dire qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et comment c'était avant? Bon, peut-être juste en deux mots, parce que Mmh. pour illustrer pour illustrer comment tu travailles, effectivement, je me suis retrouvé devant toi avec, par internet sur un thème qui, moi, était un thème assez difficile, qui a été ma relation avec mon père, parce que j'avais une très grosse charge émotionnelle contre lui. Mmh mh. Je pensais qu'il avait été que mauvais à mon égard et que j'avais que des reproches à lui faire. Et le processus dans lequel tu m'as engagé m'a permis de voir, en tout cas, au moins 2 choses. La première, c'est que c'était faux de le poser de manière aussi absolue, quoi, qu'il avait été que mauvais, que peut-être il n'avait pas été le père dont j'aurais pu rêver selon mon idéal de ce qu'aurait dû être un père ou ce qu'aurait pu être un père, Mmh. mais qu'en même temps, il l'a été à certains moments et de sa manière, en fonction de ce qu'il pouvait, et que aussi dans ma manière de vouloir en bloc tout refuser de ce qui venait de lui, je me privais moi-même de qualités qu'il avait et qui pourraient m'être bien utiles dans ma vie. Mmh. Et donc, ça m'a ouvert une porte pour me réapproprier aussi des qualités qui étaient en lui et que je refusais parce qu'elles lui appartenaient. Mmh. Super. Et ça, tu lui en voulais depuis combien de temps? Quasiment depuis ma naissance, quoi. Ça fait combien? Quoi, c'est Une pour bonne soixantaine d'années. ouais, Mmh. et en une fois, ça a pu, partir? Ouais, Mmh. C'est ça qui est dingue. Je trouve ça complètement dingue. ouais, absolument, parce que Et à chaque fois que je le vis, c'est pour moi, je veux dire, je me sens vivant à ce moment-là. mmh, C'est waouh! Apporter et c'est basé sur une loi de l'univers, quoi. Ça marche à tous les coups. Si ça marche pas, c'est que, la personne n'était pas préparée, c'était pas le moment, comme un fruit qui est pas mûr. Donc c'est très important faire qu'on soit prêt à ce moment-là, parce que c'est one shot, quoi. Et puis ça remet en question fortement. alors du coup, ouais, ça me fait rebondir sur c'est un autre thème qu'on avait déjà évoqué en préparant cette interview. Ce ce qui est résonné là, du coup, en réveillant
lorsque tu réveillais pour moi ce souvenir par rapport à mon père, c'était aussi du coup l'invitation à lâcher la position de victime Mmh. par rapport à lui. Et dans notre préparation, à un moment donné, tu me parlais aussi de toi, ton désir d'être un sauveur et aujourd'hui d'abandonner la position de sauveur en tant que coach. Ouais. Si tu voudrais nous parler un petit peu de cette dimension, de cette chose qui, effectivement, souvent peut se jouer dans des professions d'aide, où Mmh. l'aidant a envie d'être le sauveur autour de lui, et en même temps, il est piégé par ce désir. Mmh. Ouais, ouais, et qui est souvent inconscient, hein. Ouais. Et puis, qui est soit inconscient, soit quand il est vu, qui est culpabilisant et qu'on veut tout de suite enlever et tout faire pour pas y aller. Et justement, c'était par rapport aux 2 sujets qu'on parlait tout à l'heure. Cette loi d'équilibre, de plus en plus, permet, de voir que, de se déculpabiliser, de ne plus avoir de charge émotionnelle sur des choses qu'on pense de soi-même. Et grâce au fait de plus en plus de raisonner de cette façon, d'accueillir en fait, ces 2 polarités qui sont à l'intérieur de nous, ça permet de s'accueillir et de pouvoir voir, moi grâce à ça, j'ai pu voir ce dont je te parlais tout à l'heure, qui était derrière le sage, derrière le coach, se cachait le petit enfant qui demandait à être connu. Et ça, j'ai pu le voir grâce au fait d'accompagner des gens, puisque à chaque fois que j'accompagne des personnes, ben moi, ça me fait avancer, d'en faire régulièrement, parce que moi aussi, je me fais accompagner quand j'ai besoin de Mmh. faire cette loi d'équilibre, parce que ben, mon système, il va tout faire pour pas y aller. OK, ouais. Tu restes Et, humain. et de pouvoir de plus en plus accueillir la honte, la culpabilité, la peur intérieure qui est à l'intérieur de soi, et de changer de vision de vie, et qui n'est plus basée sur le bien, le mal, mais juste le fait d'être. Mais ça, en fait, je veux dire, c'est un chemin de vie, hein. C'est ce sur quoi je suis, et j'ai je vais voir des personnes qui la maîtrisent, cette loi d'équilibre, hein, même ils ne la nomment pas comme ça, et qui l'enseignent d'une certaine manière. Parce que j'adore ces personnes qui voient la vie d'une autre façon. Parce que Mmh. moi, je la voyais d'une manière blanche-noire, quoi. C'est bien ou c'est mal. Alors moi, ce qui me touche beaucoup, toi, que je perçois dans ton parcours de coach, c'est cette volonté de continuer à travailler sur toi, de poursuivre cette transformation intérieure. Et moi, c'est le mot qui me venait, c'est d'aller vers de plus en plus d'authenticité. Alors, je sais pas si c'est le mot qui, toi, te convient, mais Si, si, pour moi, le fait d'être authentique, hein, c'est de pouvoir s'apercevoir que, ben, à l'intérieur de moi, il y a des fois, dernièrement, bah, j'ai vu, il y a je veux pas le reconnaître, hein, mais quand je suis, blessé et que c'est l'enfant qui est blessé, à l'extérieur, il y a le tyran qui sort, il y a de la violence, hein. Je suis, orgueilleux, je suis égoïste, il y a toutes ces en fait, toutes ces couleurs que j'avais mis sur le «non, j'en veux pas, c'est pas moi», tout d'un coup, elles peuvent revenir, et oui, c'est moi. Oh la mmh, vache! C'est moi, par exemple, quand, je suis blessé au plus profond, et ben, je vais agir d'une certaine manière, et à l'extérieur, c'est vu comme de la tyrannie, comme de la violence, comme de l'orgueil, comme de l'égoïsme. Mais il y a quelque chose d'autre, de plus grand qui se fait à l'intérieur, OK. et je peux maintenant de plus en plus l'accepter, l'accueillir, dire: «Bah, voilà, je suis humain, oui», et comme ça, en fait, à chaque fois que je vais voir une personne à l'extérieur et que j'ai une émotion et que je la juge, je sais que je suis pas équilibré. Je sais qu'en fin de compte, je refuse cette couleur de moi, Mmh. et je j'ai plus le choix là. Ça me fait suer, hein, de voir ça. Alors, ce que j'entends, c'est que en tout cas, un petit signal d'alarme pour toi, c'est l'auto-jugement, quoi. S'il y a un auto-jugement, il se passe quelque chose, quoi, à regarder. Ouais, je me coupe. C'est-à-dire Ouais. que j'ai séparé. Ça, c'est pas moi. Ça, je veux pas l'être. Ça, je le juge. Ça, je le condamne. Mmh. Et là, j'ai respiré et me dire: «Ben non, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quoi? Qu'est-ce qui soyons clairs, hein, je veux dire, c'est pas, tout d'admettre, hein. Ouais. Même si tout est équilibré, il y a aussi à se positionner, hein.
Il y a C'est- des nuances à avoir aussi par rapport à cette loi. C'est-à-dire, si je le reformule tel que j'entends ce que tu dis, c'est pas parce qu'on reconnaît que tout est équilibré dans la vie qu'il faut continuer à vivre la vie de manière passive et ne pas vouloir la changer, Entre autres, ou pouvoir faire n'importe quoi. ou pouvoir faire n'importe quoi. De dire, bah, de toute façon, vu que tout est équilibré, il y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Alors, autant tout faire, quoi. Et puis, bah non, moi, je voulais faire je voulais sauver le monde, mais maintenant, bah, si j'ai pas de reconnaissance pour ça, euh, bah, à quoi bon? Et du coup, toujours aussi pour nos auditeurs, j'ai cette question du coup. Quelle est la différence entre Pascal Gros-Demange quand il est coach sauveur et Pascal Gros-Demange lorsqu'il est de coach et qu'il a abandonné la position de sauveur? Alors déjà, il y a de moins en moins, je vais pas dire plus, parce que des fois, bah, ça arrive où j'ai envie d'être sauveur et je le vois, et donc je sais que je suis aveugle. C'est la différence qu'il y avait, c'est que il n'y a pas de, il y a pas d'énergie sous-jacente où le coaché va sentir tu me dois quelque chose. C'est-à-dire maintenant, lorsqu'il y a eu abandon de Ouais. la position de sauveur. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que ben, tu arrives, tu fais cette fois d'équilibre, one shot, pof, tu repars, tu as payé, c'est terminé. OK. Et Il y a- est-ce que tandis- si je reformule aussi, donc le Pascal Gros-Demange sauveur, il avait encore cette attente de reconnaissance qu'il avait déjà vécue dans j'allais dire dans ses vies antérieures d'informaticien et autres. Il y avait quelque chose de cet ordre-là? Ouais, Quand ouais, en fait, c'était un besoin maintenant que je vais nourrir à certains endroits et en le disant, par exemple, en donnant des formations. mmh, Mais, mais là, en fait, c'est dit, c'est clair, hein, et puis ça s'arrête, hein, et mmh, j'en suis conscient. Tandis qu'avant, en fait, vu que je me l'interdisais, vu que il y a une partie de moi qui le condamnait, c'était pas possible. Et c'était répulsion égale compulsion. Bah, mmh, plus quelque chose est réprimé, plus il faut qu'il sorte, quoi. En plus, c'est un ouais, besoin primaire, quoi. C'est mmh, un besoin viscéral que de pouvoir être connu. Sinon, on vit pas, quoi. Et ça, en fait, j'ai pu le partager aussi il y a des personnes qui viennent me voir, souvent qui ont ce besoin de reconnaissance qui est pareil sous le tapis. Et le fait que moi je l'ai vécu et que je leur dis, mais c'est comme c'est un besoin viscéral, quoi. C'est comme manger. Ça les déculpabilise tout de suite et ils peuvent consciemment le, 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 le demander. mmh, Parce qu'il n'y a rien, je veux dire, absolument. c'est naturel, hein. Et il y Au a au des lieu gens qui d'aller ont. au lieu d'aller chercher par la petite porte, on peut prendre la grande porte et dire: «Voilà, j'ai besoin d'être reconnu là maintenant dans ce que je fais ou dans ce que je suis». Hmm. C'est des choses comme ça? Ouais, ouais. Et de Ouais, pouvoir, des personnes peuvent concrètement se positionner en disant bah non ou ben oui. OK. Et puis les personnes qui veulent faire des formations, par exemple, peuvent aussi bah, dire non ou dire oui. Mmh, Parce que j'ai besoin d'avoir cette connaissance. Ça m'intéresse de savoir comment ça marche. ouais. Et de pouvoir, et justement, être authentique. Là, ce que j'adore, alors par rapport à l'authenticité, ce que j'adore, c'est le fait de pouvoir dire ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'être Mmh, authentique. Ça s'appelle la métacommunication. Il y a un terme pour ça, mais en tout cas, c'est vraiment de pouvoir dire ce qui se passe. Grâce à ça, bah, c'est retrouver son innocence. Et ça, mmh, c'est hyper important. Parce que bah, voilà comment je fonctionne. Et ben oui, je suis en train de dire des choses, c'est pour avoir de la reconnaissance. Ou OK. c'est pour briller, ou c'est par orgueil, ou c'est par ci, ou c'est par ça. Bah oui, je suis comme ça, bah ouais. La Tu personne, elle le sait. Et à l'intérieur de moi, il n'y a plus la caisse de résonance en disant c'est bien, c'est mal, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, c'est retrouver, se rebrancher à l'innocence intérieure. Est-ce que ça veut dire que si je viens te voir en tant que coach, pendant un autre coaching, à un moment donné, je pourrais t'entendre dire, «Voilà, en ce moment, je suis en train de vivre ça, je te le partage». Mm. En Voilà. tant que coaché, tu veux dire. Non, en tant que coach. C'est-à-dire que tu viens,
Non, En fait, si je viens te voir comme ouais, coaché et que toi, tu es le coach, ouais, est-ce qu'il y a un moment où dans le coaching, il y aura peut-être toi, Pascal, qui va me dire, va me partager quelque chose de son ouais, vécu intérieur pour être authentique avec moi? ouais, à des moments où, je sais pas, où, il y a des décisions ou quoi que ce soit, je mon coaching, en fait, il est empreint aussi d'éducation. Et dans l'éducation, il y a le fait de partager et de pas être, je suis pas un thérapeute où l'image que je suis, il faut être quelqu'un, comment dire? Du père, de la mère et que non, je suis, comment dire? Transparent et pour moi, c'est important que la personne, elle puisse, sentir, voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que tout de suite, elle puisse être éduquée, elle puisse dire: «Ah bah ouais, moi aussi je pourrais faire comme ça» et Et est-ce que le mot éducation signifie pour toi quelque chose comme aider l'autre à grandir ou est-ce que c'est autre oui, chose? c'est lui donner la canne à pêche plutôt que de lui donner le poisson. Ok, très bien. C'est-à-dire que donner le poisson avec la canne à pêche, hein. Hmm. Bon, Pascal, on va bientôt arriver au terme de ce podcast. Mmh. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu sens que tu n'as pas dit, que tu aimerais exprimer, que tu aimerais partager? Alors ce que j'aimerais exprimer, ouais, merci de me partager ça, c'est, par rapport aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que vous preniez conscience que vous êtes la personne la plus importante au monde pour vous et 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 c'est à vous de prendre votre, de vous mettre aux commandes de votre vie, encore plus, je dirais, puisque vous l'êtes de toute façon, mais de grandir dans cette certitude. Vous êtes la personne la plus importante au monde pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez vivre, avoir ces émotions, cette relation privilégiée avec la vie à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous. Hmm. Et ce serait dommage que de, quoi dommage, ou pas en fait, mais en fait, c'est mon message. Ouais. Ok. Et est-ce que tu aurais un second message peut-être pour les personnes qui sont déjà coach ou qui sont sur le chemin de le devenir euh, par rapport à ce métier de coach? Alors, ben, oui, ce que je dirais, c'est par rapport à ce que je vous ai partagé, là, ce besoin de reconnaissance, de briller, de vouloir changer la vie des autres, hein, de faire très attention à ça, en fait, parce qu'il y a parce que c'est pas forcément aider les autres, quoi. Hmm. Et pour Sans- moi, être authentique, quoi, de pouvoir, c'est génial. C'est génial ce métier de coach, il est génial. En même temps, d'y faire attention parce qu'on a du pouvoir et de pouvoir être transparent par rapport à ce besoin de pouvoir qu'on a, quoi. Hmm. J'ai ressenti de l'émotion en même temps que tu partageais ça. Mmh. Hmm. Ok, vraiment, vraiment un grand merci. Ça a été très précieux et vraiment très, très riche de pouvoir avoir cet échange avec toi, Pascal. Et pour nos auditeurs, on va mettre les coordonnées à la fois de ton site et peut-être une adresse mail pour te contacter Mmh. en dessous, en accompagnement de la vidéo. Ouais, ouais. Et pour Voilà. partager donc ce que je fais, dernièrement par rapport à la loi de l'équilibre, ce qui s'est passé, c'est que la loi de l'équilibre, ça permet en fin de compte de tirer ce qu'on n'aime pas et d'aller, au fond des choses et il y a des fois, il y a d'autres ficelles qui sont attachées à la ficelle, qui sont par rapport à des secrets de famille et par rapport à des choses. Donc il faut faire attention aussi d'être OK, de pouvoir être transparent et d'aller voir des choses qui sont dérangeantes Ok. et que c'est sur un one shot. Sur une fois pour une chose. Ouais. Merci pour ce conseil. Et ben, encore une fois, un grand merci. Et puis, je me réjouis de retrouver nos auditeurs aussi prochainement avec d'autres coachs. Vous verrez en d'autres couleurs que celle de Pascal. Mais j'ai été touché par l'authenticité de Pascal et par son engagement
dans cette démarche vraiment de partage, de recherche de l'équilibre. Avec plaisir, hein. Merci beaucoup. Merci à toi.